tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est l'heure de votre journal. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Nous vous présenterons l'Aerosail, un bateau qui devrait un jour naviguer entre air et mer. Le point sur les travaux en cours avant d'accueillir le 73e Grand Prix de F1 du 21 au 24 mai. Retour sur le deuxième week-end du Printemps des Arts entre Sibelius et Bach. Et à l'issue de ce journal, votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. Mais tout d'abord, nous ouvrons ce journal avec bien sûr quelques images du 61e Bal de la Rose au Sporting d'été en présence du Tout Monaco et des membres de la famille princière. Cet événement mondain est organisé au profit de la Fondation Princesse Grace. La princesse Caroline de Hanovre, présidente de la Fondation, et Karl Lagerfeld, directeur artistique, ont placé la salle des étoiles dans une machine à remonter le temps, en quelque sorte, pour se retrouver dans les années 30, le temps d'une soirée. Dans le reste de l'actualité, 3 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au souverain ce lundi, à commencer par Ngoc Son Nguyen, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, suivi de Rolf Einar Pfiff, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège, pour finir par l'ambassadeur de la République du Paraguay, Emilio Jiménez Franco. Toujours en bref, ils dédicacent leurs ouvrages comme des grands à des lycéens en seconde, à Albert Ier et François d'Assise Nicolas Barré. Une opération dans le cadre de la 2e édition de la séance des dédicaces des jeunes à la Galerie L'Entrepôt samedi dernier, en présence notamment du ministre d'État. Le concours littéraire Fabien Boisson avait pour thème hommes et femmes célèbres, que ce soit dans le milieu politique, littéraire ou scientifique. Il flotte dans les airs, mais il est dirigé comme un bateau. Nous allons vous faire découvrir dans le prochain sujet l'Aerosail, cet engin étrange tout droit sorti du cerveau d'un inventeur un peu dingue, mais dans le bon sens du terme. Reportage. L'Aerosail, 18 mètres de long et 5 mètres de diamètre, gonflé par 180 mètres cubes d'hélium. Il ressemble à un zeppelin d'argent et pourtant c'est un bateau volant tout droit sorti de l'imagination de Stéphane Rousson. Ce pilote d'avion a déjà créé un ballon dirigeable à propulsion musculaire ou encore un sous-marin à pédales. Son prochain objectif, naviguer avec cet objet volant non identifié. Comme sur un voilier, vous avez la dérive qui est dans l'eau. Le câble me sert de mât, si vous voulez, et le ballon va me servir de voile. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le vent et on va avoir un effort qui va être généré par la dérive qui va nous permettre de, par exemple, de remonter au vent. On peut remonter au vent, on peut basculer, virer de bord et aller dans l'autre sens ou redescendre au vent. Et il ne reste dans l'eau que l'élément principal, on va dire, du voilier qui lui permet de se diriger, c'est-à-dire sa dérive. Jusqu'à présent, on était capable de faire des lignes non contrôlées, des lignes droites non contrôlées. Mes premiers essais, c'était l'objet de vérifier que le système fonctionnait. Maintenant, on va vérifier qu'on va pouvoir naviguer. Et tout l'enjeu technique, il est là, puisque si on est capable de naviguer, ça en ouvre une nouvelle ère technologique dans ce système de navigation, avec des applications peut-être sur des plus gros ballons passagers comme les Zeppelin ou les Goodyear actuels. Stéphane Rousson vient d'effectuer un test au large de Monaco samedi matin à l'aube pour vérifier que l'on puisse réellement naviguer sur cet Aerosail. Le vent n'était pas de la partie, le bilan du test est donc en demi-teinte. On a eu une superbe journée d'un côté et malheureusement on a manqué de vent pendant 4 heures, une fois de plus. C'est la deuxième fois que ça m'arrive et donc on n'a pas pu faire la démonstration qu'on voulait faire, c'était sur l'aspect navigation du principe. Quoi qu'il en soit, la journée a été particulièrement enrichissante au niveau technique, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait fait une petite erreur sur une checklist sur la position d'un cordage. Pas grand-chose, ça n'aurait pas gêné à la navigation, mais c'est des questions de confort. Je me suis aperçu qu'au bout de 4 heures comme ça sans vent, je consommais beaucoup de batterie au niveau de mes ventilations air, ce qui fait qu'à la fin, au bout de 4 heures, j'avais plus de batterie. Ça fait partie aussi des décisions pourquoi on a stoppé le vol. Problème de communication avec les radios au bout d'une certaine distance. Donc petite déception pour l'aspect navigation. Grosse satisfaction pour tout le reste, et ce qui est énorme, parce que presque en fait le plus important, c'est le reste.
Et la cerise sur le gâteau, c'est la navigation, mais c'est pas grave, c'est que partie remise, ça fait partie du jeu. Entre architecte naval, ingénieur aérodynamique et marin, Stéphane Rousson dispose d'une quinzaine de bénévoles. Cet aérocelle coûte cher entre la fabrication et l'hélium. Ce Niçois navigue contre vents et marées à la recherche d'investisseurs pour mener à bien son projet. L'objectif, prouver que son invention fonctionne et effectuer à moyen terme une traversée entre Monaco et Calvi. De la mer et l'air, on passe à la terre. Chaque année, la principauté se métamorphose à l'occasion du Grand Prix de Formule 1. L'installation des tribunes, le goudronnage du bitume. Frédéric Hélion fait le point sur les travaux en cours. Depuis 1929, date du premier Grand Prix de Formule 1 de Monaco, la principauté accueille pendant 4 jours le grand monde de la F1. Les pilotes, les teams et leurs mécanos ainsi que des milliers de fans venant du monde entier. Chaque année, des travaux sont effectués sur et autour du circuit afin que tout se déroule du mieux possible. 3 mois durant lesquels la principauté se métamorphose avec notamment le montage d'une vingtaine de tribunes autour du circuit. Capacité maximale, 23 000 places assises. Mais on a démarré comme d'habitude, à peu près, c'est-à-dire le 16 mars, et on finira le 15 juin. C'est-à-dire qu'on a 3 mois en fait pour tout monter, faire les épreuves et tout démonter. Donc on est parfaitement dans les temps, on est même légèrement en avance. La première phase, c'est justement construire les supports des loges qui sont au-dessus des tribunes T. Et après, logiquement, une fois que tout ça est en place, on attaque le montage des tribunes. Pour offrir un bitume parfait aux pilotes, la direction de l'aménagement urbain et ses équipes remettent à neuf pour chaque édition du Grand Prix un tiers du circuit. Cette année, c'est même un peu plus, puisque près de 2 km du circuit ont été revisités. L'avenue Kennedy, qui figure sur le tracé du e-Prix, a été élargie et resurfacée, et les nouveaux enrobés sont en cours de pose. Les travaux ont commencé la semaine dernière avec plusieurs tronçons qui ont donc touché le circuit Grand Prix cette année. Donc nous avons commencé par la route de la piscine au niveau de la Darse Nord, puis enchaîné par le boulevard Albert Ier. Ensuite lundi nous avons attaqué la piste des stands. Et d'ici cette fin de semaine et la semaine prochaine, nous allons opérer à la réalisation de l'enrobé sur l'avenue Kennedy, sur le boulevard Louis II et ainsi que sur une portion au niveau de la place du Casino. Toutes ces opérations de rabotage et d'enrobé sont effectuées la nuit afin de gêner le moins possible la circulation. L'enrobé utilisé sur le circuit de Formule 1 a une formulation spéciale améliorant la performance en matière d'arrachement et de résistance. Après les moteurs de F1, on passe à un bruit en principe plus mélodieux, le deuxième week-end du printemps des Arts, avec notamment au programme un concert de Sibelius, avec l'orchestre symphonique de la BBC, ainsi qu'un récital de Bach interprété par le pianiste Henri Barda. José Sacré y était, reportage. Pour la première fois à Monaco, invité par le Printemps des Arts, samedi 28 mars à l'auditorium Régnier 3, le BBC Symphony Orchestra, avec à la baguette son directeur musical, le finlandais Sakari Oramo, a présenté un programme Sibelius, la fille de Pohjola, la symphonie numéro 5, et des mélodies pour voix et orchestre, interprétées par la soprano finnoise Soile Isokoski. Jean Sibelius, qui a donné à la Finlande son identité musicale, est assurément son plus grand compositeur. Icône nationale en Finlande, Sibelius a mis longtemps à trouver sa place dans le paysage musical international. Il a été longtemps ignoré, c'est un compositeur qui a été à l'écart, qui s'est tenu un petit peu à l'écart des avant-gardes, de la seconde école de Vienne, parce qu'il s'est tenu lui-même à l'écart, parce qu'il avait d'autres sources d'inspiration, parce qu'il avait développé un style extrêmement personnel qui a parfois été mal compris, mal interprété, ce qui lui a été beaucoup reproché. On a taxé sa musique de nationaliste, alors que son rapport à la nation est extrêmement complexe, et les pièces de ce soir vont permettre de l'esquisser un petit peu. En fait, il est rentré dans ce qu'on a appelé un purgatoire de la critique. Son œuvre a été essentiellement diffusée par les disques, et on est en train de réparer cette éclipse en fait, du compositeur, et on peut que se réjouir que le BBC Orchestra défende aujourd'hui la musique de Sibelius. C'est un juste retour des choses dont on peut que se réjouir, parce que c'est un compositeur fascinant, c'est un compositeur très attachant, mystérieux, dont la vie s'est terminée par 30 ans de silence et qu'on n'a pas encore fini de redécouvrir. Dimanche 29 mars, pour la première fois, le Printemps des Arts a donné un concert au Nouveau Yacht Club de Monaco. Bach, cette fois, était au programme avec le pianiste Henri Barda, qui a interprété l'intégralité du livre 1 du Clavier bien tempéré.
Je crois qu'il avait 37 ans en 1722 quand il a composé le clavier bien tempéré, mais c'est vrai que c'est une œuvre qui a un statut particulier dans son œuvre parce qu'elle est pédagogique, il veut parcourir toutes les tonalités que l'on peut faire dans le système tonal sur un clavier, si bien que derrière le côté pédagogique, il y a comme quelque chose d'initiatique, il faut épuiser toutes les possibilités que donne le système tonal. Et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une œuvre qui est composée seulement quelques années après l'inauguration du mot acoustique, qui date de 1701 par un physicien qui s'appelait Sauveur. Et c'est intéressant de se dire que c'est aussi un contexte scientifique dans lequel il compose cette œuvre-là. C'est-à-dire que c'est avec un imaginaire un peu combinatoire où il s'agit d'épuiser par la pensée toutes les formes de calcul qui peuvent être disponibles. Moi, ce qui m'impressionne quand je vois ça, c'est l'alternance permanente entre prélude et fugue. De chaque fois retourner au prélude, qui est une écriture qui se découvre, qui n'est pas si loin de l'improvisation, pour juste après basculer dans une fugue qui est quelque chose de très élaboré, qui suppose aussi une force d'engagement en particulier. Ça doit être un exercice vraiment difficile, j'imagine, pour l'interprète. Ouais. Prochain concert du Printemps des Arts à Monaco, vendredi 3 avril à 20h30 à l'Auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo jouera des œuvres de Donatoni et de Sibelius, respectivement sous la direction de Gianluigi Gelmetti et de Kazuki Yamada. Quel temps va-t-il faire toute cette semaine? Voici la météo. À commencer par mardi, une belle journée, un soleil assez doux, voilé parfois par quelques nuages. Les températures varieront de 14 à 18 degrés. Mercredi, même chose, du soleil et quelques nuages. Il fera de 13 à 17 degrés. Jeudi, une belle journée ensoleillée. Les températures sont identiques à la veille, de 13 à 17 degrés. Et enfin vendredi, le prolongement de la période de temps sec et agréable. Comptez de 13 le matin à 18 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. À très bientôt. Au revoir.